Du podium de la relation client organisé par Bearing Point et Kantar en partenariat avec Qualtrics. Je suis Michael Meyer, Senior Manager Expérience Client et j'anime cette édition aux côtés de Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Michael, Tiffaine Le Gorju, je suis experte marque et expérience client chez Kantar Insight. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous autour de cette table ronde dédiée sur le thème de l'IA et de l'engagement client des lauréats du podium de la relation client. Alors, avec nous, Pierre Villeroy de Gallo, vous êtes secrétaire général, directeur stratégie et innovation chez Boursorama. Bienvenue. Tout ça, merci beaucoup. Frédéric Roche, vous êtes directeur transformation réseau et digital chez Audi France. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Et enfin, nous avons avec nous Anna O'Farrell, vous êtes Principal Solution Engineer chez Qualtrics. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et alors, nous allons démarrer avec Tiffaine sur quelques sujets d'introduction et quelques insights autour de l'IA et de la relation client. Et puis, bien évidemment, nous donnerons ensuite la parole à nos invités pour collecter leurs témoignages. Merci Michael. Alors, que nous disent les clients quant à l'intégration de l'IA dans la relation client ? Eh bien, 57% d'entre eux attendent que les entreprises utilisent de plus en plus l'IA pour améliorer la relation client. On observe néanmoins un véritable clivage générationnel avec des populations plus jeunes largement appétentes, mais en revanche des populations plus âgées qu'il faudra accompagner dans l'appropriation, mais aussi l'acceptation de l'IA dans la relation client. En effet, ce clivage relationnel s'exprime surtout sur les appréhensions qu'il va pouvoir exister à l'égard de l'intégration de l'IA dans leurs interactions avec les entreprises. On observe plus d'homogénéité lorsqu'il s'agit des bénéfices que l'IA pourrait apporter dans la relation client. Alors, qu'en est-il en termes d'appréhension ? Eh bien, finalement, les clients aujourd'hui montrent une crainte qui est celle de ne pas être compris, de devoir répéter plusieurs fois leur situation et de voir finalement leurs demandes traitées avec beaucoup moins d'efficacité. Mais c'est intéressant de voir que la notion de confiance en l'IA, totalement à droite sur cette page, n'est pas l'un des premiers critères d'appréhension des clients. Et bien sûr, comme l'indiquent les losanges en bas, on observe des jeunes beaucoup moins craintifs qui nous notifient dans une moindre mesure des appréhensions à l'égard de l'intégration de l'IA. Sur les bénéfices attendus de l'IA, qu'est-ce qu'on attend de cette intégration de l'IA dans la relation que l'on va pouvoir avoir avec les entreprises ? Eh bien, on attend une meilleure joignabilité des entreprises, on attend une meilleure efficacité dans le traitement de la demande pour vivre une relation qui soit finalement beaucoup plus personnalisée grâce à une meilleure connaissance client apportée par l'IA. Ce qui va être intéressant, Michael, maintenant, c'est de voir en miroir quels vont être les enjeux pour les entreprises. Merci Tiffaine. Alors effectivement, on le voit bien au travers de ces résultats. L'IA est une attente pour les clients, mais c'est aussi un enjeu d'efficacité opérationnelle pour les entreprises et un levier de compétitivité entre elles. D'après une étude menée par Bearing Point auprès de 1000 décideurs sur l'impact de l'IA sur les organisations, on constate une hétérogénéité en matière de maturité IA et finalement un écart qui se creuse entre les entreprises. On va avoir d'une part un quart des entreprises, donc 26%, c'est le 7% plus le 19%, qui ont dépassé le simple stade du pilote et qui sont vraiment passés à l'échelle avec une stratégie offensive vis-à-vis de l'IA pour en faire un vrai levier de compétitivité. À côté de ça, de l'autre côté, on va avoir encore 20% des entreprises qui sont encore au stade exploratoire et qui se risquent en tout cas à prendre du retard vis-à-vis de ce levier. Alors,
Ces mêmes dirigeants, lorsqu'on les interroge, ils placent la relation client augmentée, qu'on appelle aussi augmented care, comme une priorité. Et cette relation client augmentée, elle s'articule autour de 4 piliers qu'on va décrire ensemble. Le premier pilier, c'est l'orchestration omnicanale. L'orchestration omnicanale, le principe, c'est de coordonner intelligemment l'ensemble des canaux, que ce soit le téléphone, l'email, le chat, le messaging, et de pouvoir orienter dynamiquement chaque demande client vers le bon canal, mais aussi vers le bon agent, que ce soit un agent humain ou un agent IA. Et tout ça dans un but de gagner en efficacité opérationnelle, de gagner finalement en promotion des canaux automatisés, mais aussi et surtout gagner en joignabilité pour le client. Le deuxième pilier va concerner les agents autonomes, qu'on appelle aussi des bots, qui deviennent multimodaux et qui permettent d'interagir à l'oral et à l'écrit avec le client et qui sont capables de répondre de manière complètement autonome à une demande client sans jamais solliciter un humain. Et ces réponses qui sont apportées sont intelligentes dans le sens où elles vont piocher, elles vont puiser leurs réponses dans les systèmes d'information des entreprises. Elles ne se contentent pas de réponses génériques. Dans le secteur du transport, on a un acteur qui a automatisé grâce à ça 40% de l'ensemble des réclamations clients. Troisième pilier va concerner les conseillers augmentés. On parle ici de l'assistant intelligent du conseiller et qui finalement va aider le conseiller en temps réel à faire de la traduction, de l'analyse d'interaction, des suggestions, de la recommandation commerciale jusqu'à l'enrichissement dans le CRM de l'interaction et du motif de contact. Dans le secteur de l'énergie, on a un acteur qui a déployé des premiers cas d'usage et qui a observé 15 à 20% de gains de productivité grâce à ces premiers déploiements. Puis le quatrième et le dernier pilier dont on parle un peu moins, c'est le manager augmenté, en miroir du conseiller augmenté. Ici, l'IA offre une hypervision des opérations pour le manager, ce qui lui permet de détecter proactivement les irritants clients, d'optimiser les ressources en temps réel, finalement, grâce à des prévisions dynamiques. Alors, ces 4 piliers, ils sont indépendants quand on les présente comme ça, et néanmoins, ils sont complètement complémentaires et permettent vraiment d'avoir une relation qui est augmentée et plus performante pour le client une fois qu'on les combine. Alors, ma première question est pour vous, Pierre. Chez Boursorama, on le sait, l'IA, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont été mises en place depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, justement, l'IA a impacté votre entreprise et comment elle a impacté la relation que vous avez avec vos clients? Peut-être 2 mots sur Boursorama pour commencer. Donc Boursorama, c'est une banque en ligne, donc sans agence, qui a maintenant été une vieille banque en ligne, on va dire, de la première génération. On a plus de 8 millions de clients aujourd'hui. On a aussi un média qui s'appelle boursorama.com. Et j'aime bien donner ce chiffre. Je suis arrivé en 2015, je crois qu'on avait 600 000 clients, donc aujourd'hui on a plus de 8 millions. Et on était 750 dans l'entreprise et on est 1000 aujourd'hui. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas exactement le même ratio. Et pourquoi? Parce que effectivement, le point clé chez Bourso, c'est bien l'autonomie client. Tout repose sur l'autonomie client. Donc vous le comprenez, l'IA a, en fait, en gros, quand l'IA est arrivée, ou la nouvelle génération d'IA, on ne s'est pas vraiment posé la question. Pour nous, c'était quelque part le prolongement du digital. Il fallait y aller un peu sans trop chercher à faire des POC, savoir si c'était bien, pas bien. On est parti un peu tête baissée. Alors, comme tu disais, on en faisait déjà. On n'a pas vraiment défini l'IA parce qu'en fait, il y a plein de choses différentes. Notamment en tant que banque, on faisait déjà beaucoup de sujets autour du machine learning, de la data. Et puis, sur les bots en tant que tels, on avait déjà des bots opérationnels qui traitent pour les clients déjà à peu près 60% des interactions, donc c'est beaucoup, mais des anciennes générations avec plutôt voilà, des arbres de décision. Et puis, pour la petite histoire, je crois qu'on était la première banque sur Google Home à l'époque, où c'était déjà une manière un peu de parler aux clients de manière automatique. Ça a été un échec complet, mais on l'avait fait. Donc, et alors la grande différence, c'est quand arrive ChatGPT, finalement, c'était un outil que tout le monde pouvait toucher du doigt, et le côté un peu génial,
Ouais, on s'est mis pas mal de pression. Donc 2024, on lance un programme qui s'est appelé, pour la petite histoire, IA générative année zéro. L'idée, c'était de voir justement comment tout ça pouvait nous impacter. Donc on a lancé plein d'initiatives qui allaient sur le code informatique, sur l'analyse des verbatims, etc. Mais du coup, vous l'avez compris, on a quand même mis l'impact sur les sujets de service client. C'est vraiment central dans notre modèle. Comme je dis souvent, finalement, quand on nous appelle, parce qu'on a quand même un service client qui est de très bonne qualité d'ailleurs, mais quand les clients nous appellent, on considère que c'est une sorte d'échec, qu'on n'a pas fait notre travail en amont sur l'autonomie, sur les outils qu'on peut leur donner à disposition. Donc le but, c'est qu'on ait le moins d'échecs possible. Donc je disais, on n'a pas vraiment fait de POC. Il y a eu un moment, toutes les entreprises qui communiquaient sur le nombre de use cases, il y avait un peu un concours l'épine là. Donc nous, on s'est plutôt concentré sur quelques cas intéressants en voulant aller directement à l'échelle et directement en production. Là où on a eu, je dirais, une chance, c'est qu'on avait un terrain de jeu assez génial, c'est qu'on avait sous-investi sur la partie prospect historiquement, sachant qu'on recrute à peu près donc depuis quelques années, entre 1 et 2 millions de clients par an, de nouveaux clients. Et on avait une espèce de chat humain, on avait un peu de téléphone, enfin, on n'avait pas beaucoup bossé là-dessus. Et donc, c'était un terrain de jeu super parce que ça nous permettait de tester toutes ces nouvelles technologies de LLM notamment, avec moins de sensibilité, puisque pas d'informations clients sensibles là-dessus. Et donc, on a mis beaucoup d'énergie en temps 1 sur le bot prospect, qui est maintenant en production depuis quelques mois. Donc, je vous invite à le tester. C'est vrai que c'est bluffant, parce que ça fonctionne très, très bien. Je voyais par rapport aux demandes clients, je pense qu'on y répond de manière assez efficace. Et évidemment, maintenant, l'enjeu, et c'est une question, j'espère, de semaine, c'est de dupliquer tous les travaux qu'on a faits sur la partie client, qui pose évidemment plein d'autres de sujets et d'autres questions, mais j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Merci Pierre. Alors Frédéric, de votre côté, nous en avons discuté au préalable, le contexte est un peu différent. Néanmoins, très intéressant et enrichissant aussi, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment vous avez et vous êtes en train de déployer l'IA au sein de votre organisation chez Audi? Je pense que vous êtes en mute, Frédéric. Ça s'appelle la technique. Voilà, ça s'appelle le live. Le direct. Donc, pardon, je recommence. Ce que je disais par rapport à mon confrère, on va dire, de Boursorama, notre contexte est un petit peu différent, notamment en termes de points de contact. Pour redonner, on va dire, je pense que tout le monde connaît Audi en tant que constructeur automobile, mais en termes de contexte, Audi aujourd'hui, c'est 145 distributeurs physiques, donc qui commercialisent nos voitures, c'est 200 points de réparation agréés. On vend à peu près 50 000 voitures par an et on a un parc roulant d'1 million de voitures à peu près. À partir du moment où on a donné ce contexte-là, en fait, les points de contact, contrairement à Boursorama qui a, on va dire, une plateforme web et un point de contact digital principal sans agence, nous, on a un cas qui est un peu différent. On a un premier point sur lequel on a avancé, sur lequel aujourd'hui, on a effectivement déjà des mises à l'échelle qui sont les voitures. C'est-à-dire grâce à l'arrivée des voitures connectées, aujourd'hui, l'intégration de l'IA est effective et aujourd'hui, le véhicule est considéré comme un point de contact à part entière directement pour l'ensemble de nos clients. Et on est en train de travailler effectivement sur, je vais plus revenir à cette notion de MVP POC, sur la partie relation client et relation prospect, où là on monte en compétences progressivement. On a déjà un certain nombre de cas d'usage qui tournent. Donc on va parler des fameux agents augmentés qui étaient évoqués par Ludovic tout à l'heure. Et de l'autre côté, on est en train de monter vis-à-vis de notre réseau, à qui on doit aussi mettre à disposition un certain nombre d'outils pour faire un réseau augmenté. Et c'est cette montée en cadence qui va nous amener progressivement à avoir des solutions directement au niveau de la relation client, donc du client final. Après, si on raisonne encore en amont, en tant que groupe industriel, bien évidemment, les solutions d'IA sont déjà intégrées dans tout ce qui va être R&D, d'une part, donc le développement des véhicules dont l'accélération avec la concurrence doit se transformer, et l'IA était très clairement un vrai vecteur pour améliorer la vélocité et diminuer les temps de développement des véhicules, mais aussi, on va dire, en gain de productivité purement industrielle, en intégrant des notions d'IA et d'usines intelligentes au niveau de la production. Très clair, merci. Merci. Frédéric, pour ce témoignage qui illustre bien comment
l'IA impacte votre métier, comment l'IA impacte la relation client. Néanmoins, on le sait, hein, avec le déploiement de l'IA, il peut y avoir aussi des freins et des obstacles. Dans l'étude BearingPoint qu'on a menée récemment, on a été demandé justement aux décideurs quels étaient selon eux les freins vis-à-vis de la mise en œuvre de la transformation IA. Et donc les 3 premiers freins qui se dégagent sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc on a 47% des répondants qui considèrent les obstacles réglementaires comme premier frein. Donc on parle ici de la protection des données, de la transparence des algorithmes et puis plus globalement toute l'application de la réglementation locale du pays, voire des pays. On est sur des échelles internationales. Vient ensuite l'intégration technologique pour 35% qui reste encore complexe, notamment à cause des systèmes legacy qui ont du mal à s'interfacer avec justement ces nouveaux outils d'IA. Et puis enfin, la résistance au changement, la résistance culturelle, qui est un classique quand on parle de transformation de manière générale, mais qui reste vrai sur l'IA avec le déploiement de certains cas d'usage. Au-delà de ces quelques chiffres, donc Frédéric, si on commence par vous, est-ce que vous pouvez nous dire justement chez Audi France quels ont été les principaux freins, obstacles que vous avez rencontrés et justement comment vous avez pu les aborder? Alors, je pense que votre étude reflète exactement ce qu'on vit au quotidien. Je pense qu'on coche toutes les cases. Effectivement, on coche la case de l'obstacle réglementaire, hein, à partir du moment où on commence à toucher à des données personnelles, notamment en termes de données clients. Ça, c'est le premier point. Moi, je rajouterais une notion de sécurité. Sécurité au sens informatique du terme. Je vais l'illustrer assez facilement. Un véhicule aujourd'hui, à partir du moment où vous lui mettez des solutions d'IA et qu'il est connecté vers le monde extérieur, c'est potentiellement des risques de se faire hacker. Et ce serait forcément, on va dire, dramatique, on va dire, en termes d'expérience client, mais également en termes d'image de marque. L'intégration des legacy est effectivement aussi, on va dire, un challenge sur lequel on s'est heurté ou on se heurte. On a effectivement un certain nombre de systèmes historiques qui ne sont pas forcément suffisamment flexibles pour s'intégrer dans des solutions d'IA. Et la résistance au changement, on va la trouver à 2 niveaux principalement. Au niveau des collaborateurs, déjà dans un premier temps, il faut arriver à emmener, on va dire, l'ensemble des collaborateurs parce qu'on produit aussi des données et des solutions pour eux. On retrouve cette règle des 3 tiers, un tiers de personnes qui sont très résistantes, principalement par peur ou par méconnaissance, un tiers qui se questionnent et un tiers qui sont plutôt amateurs et qu'il faut, on va dire, potentiellement freiner versus les autres risques. Et puis, on a aussi cette notion, on va dire, ce que vous présentiez directement dans votre introduction sur l'étude Caltrix, qui est, on va dire, par rapport à nos clients. Le client typique Audi particulier a en moyenne d'âge 58-59 ans. Donc, on n'est pas effectivement sur cette population des 18-29 ans. Donc, il faut être capable d'amener des cas d'usage aujourd'hui avec une réelle valeur ajoutée, tout en conservant un positionnement premium. Et tout ça fait effectivement partie des différents challenges qu'on rencontre au quotidien. Merci Frédéric, très clair. Alors Pierre, vous nous avez dit 2024 IA, année zéro. Est-ce que vous pouvez nous raconter les principaux enjeux et obstacles que vous avez été amenés à rencontrer et puis ceux que vous anticipez aussi effectivement pour l'avenir après cette courbe d'expérience? Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. Je pense qu'on le voit aussi à notre échelle qui est plus petite, plus ramassée, peut-être plus simple d'une certaine manière parce qu'on est acteur pur digital. Peut-être revenir quand même sur ce qu'on en attend, puisque je vous le disais, on a quand même l'expérience maintenant d'un élément en production depuis quelques mois. Donc évidemment, la disponibilité 24/24, ça c'est évident, mais on a quand même, pour vous donner un chiffre, les conversations sur la partie prospect ont été multipliées par 25. Le taux de satisfaction qu'on peut mesurer par rapport à les outils qu'on a déjà sur les clients sont à peu près 4 fois supérieurs. Et puis les coûts ont été divisés par 6. Donc en fait, All-in, c'est quand même pour nous, encore une fois, parce que c'est notre canal unique, vous le répétiez, et que c'est central, voilà, on investit à fond là-dessus. Et ce qu'on a observé sur le prospect, globalement, on espère avoir les mêmes résultats sur les clients, avec bien sûr plein d'autres complexités et d'autres enjeux. Et vous disiez, l'un des premiers, c'est passer d'un prospect dans lequel je n'ai pas de données clients à
des clients et beaucoup de données clients, parce qu'en tant que banque, on a plein d'informations, bon, tous les risques de hacking, de machin, c'est très complexe. Peut-être revenir sur quelques choses intéressantes qu'on a observées dans cette première phase. Les LLM, c'est un outil complètement fantastique. Encore une fois, je pense qu'on le vit tous au quotidien. Quelque part, heureusement, ce n'est pas magique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre ChatGPT dans vos systèmes et puis ça va régler tous vos problèmes. Je veux dire, il faut vraiment maîtriser tout ça, les RAG, etc. C'est des mots qu'on entend, mais quand on rentre dans le détail, en fait, moi, au début, on parlait d'hallucination. On a toujours l'idée que notre bot devienne nazi ou que sais-je. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment que entre deux questions à peu près similaires, on donne quand même globalement la même réponse. Et quand on est une banque, on a plein de produits, etc., c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc du coup, nous, on a vraiment investi pour comment comprendre l'utilisation de ça. Il y en a eu du coup une gouvernance très resserrée pour mettre ça en place. On a vraiment mis des équipes toutes petites et très expertes là-dessus. Évidemment, mais je pense que ça on ne l'a pas dit, mais quelque part on n'a pas beaucoup d'autres choix aujourd'hui pour aller vite sur ces sujets, de travailler sur le cloud. Et donc, en l'occurrence, on travaille avec Azure, mais ça pose toutes ces questions. Alors je ne parle même pas des sujets, entre guillemets, politico, ou avec le sujet et tout ça, avec nos amis américains, mais voilà, ça pose quand même ces sujets-là. Et puis un point absolument majeur, c'est l'importance de travailler sur ces bases de données. C'est-à-dire que, encore une fois, l'IA, elle est intelligente dans une certaine mesure, mais finalement, vous allez avoir des bases de données hyper claires, hyper simples, qui ne se dupliquent pas. Donc en fait, il y a un peu la fausse idée de dire, un peu comme le machine learning, plus je vais lui en donner, plus il va être intelligent, donc je vais lui mettre mes conditions générales, ma brochure tarifaire, puis il va comprendre tout seul. En fait, ça, c'est quand même faux, mais je dirais encore une fois, heureusement. Donc il faut beaucoup travailler sur la manière d'orchestrer tout ça, et beaucoup sur les bases de données pour qu'elles soient simples et compréhensibles. Et quand on arrive, et donc ça c'était la partie prospect, encore une fois, quand j'arrive à la partie client, là j'ai toute mon information client qui est super riche, et donc ça pose encore une fois plein de questions sur comment je l'utilise, comment je suis sûr de donner les mêmes réponses aux mêmes clients pour un même problème, on va dire. Et c'est vrai que ce qui va arriver de plus en plus, je pense que c'est comme on utilise tous dans notre quotidien, ChatGPT, le chat, que sais-je, à côté. Ma question, en tant que moi, banque, qui ai plein d'informations sur le client, comment je vais la restituer de manière, entre guillemets, plus intelligente, plus contextualisée, que si je pose la même question à ChatGPT à côté. Et donc, pour nous, c'est super important parce qu'on a plein d'informations. C'est vrai qu'il y a plein de boîtes. Finalement, il n'y a pas tant d'informations clients que ça. Et donc, la question, elle va se poser de savoir, finalement, est-ce que je dois intégrer ces outils-là dans mon système d'information ou pas forcément, puisqu'en fait, finalement, il sera plus intelligent utilisé de manière publique. Nous, on ne s'est pas trop posé la question, parce qu'encore une fois, il y a tellement de sujets et tellement de données chez nous que c'est forcément un game changer, en tout cas pour les banques. Très clair. Je partage complètement ce point de vue, cette notion de gestion de la connaissance comme étant un prérequis aujourd'hui, on va dire, pour déployer des projets IA est effectivement critique. On est arrivé exactement aux mêmes conclusions. On a énormément de données, comme chez Boursorama, que ce soit sur nos clients, liés aussi à la voiture, à l'usage de la voiture connectée. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on est capable d'utiliser les bonnes, de s'assurer que la mise en qualité soit bonne pour que l'expérience qu'on va proposer au travers d'une solution d'IA soit la plus pertinente possible pour nos clients en termes de valeur ajoutée. Mais cette gestion de la connaissance, c'est un vrai challenge de tous les projets d'IA aujourd'hui. Merci pour vos témoignages à tous les deux. On voit bien que dans les quelques obstacles, freins que vous avez évoqués, ou du moins en tout cas parmi ces obstacles, il y a le sujet de la compréhension de l'interaction des échanges. On parlait d'informations, de volume important d'informations à manipuler, à interpréter, d'hallucinations aussi. Et du coup, voilà, cette capacité à comprendre les interactions. On a la chance d'avoir Anna de Qualtrics avec nous. Justement, Anna, est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement comment Qualtrics intègre l'IA dans ses solutions pour justement optimiser l'écoute, mais surtout pour optimiser le passage à l'action? Tout à fait, merci Michael. Donc, Qualtrics en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Qualtrics est une plateforme SaaS qui permet aux entreprises d'améliorer des expériences, que ce soit l'expérience collaborateur, l'expérience avec une marque, avec un produit,
ou bien l'expérience client. On est 5000 salariés au monde, dont 1400 ingénieurs. C'est assez important parce que ça nous donne une force de frappe assez conséquente en ce qui concerne les innovations, en ce qui concerne l'IA notamment. Et on a 20 000 clients au monde, notamment en France, L'Oréal qui a témoigné lors de notre événement annuel cette année en Europe. Et on est reconnu comme leader sur le marché par des analystes tels que Forrester ou Gartner. Donc, si on revient sur ce qu'on voit à l'écran, donc pourquoi Qualtrics AI et pourquoi l'IA de Qualtrics et non pas une autre, parce que d'abord, il est contextualisé. Nos modèles sont entraînés sur le plus grand référentiel mondial de données d'expérience client. Pour vous donner un genre d'idée, en 2024, on a collecté 5 milliards de conversations et il est également optimisé. Donc c'est exactement en face de ce que disait Pierre juste avant. On a vraiment des modèles qui sont optimisés pour les cas d'usage, pour les tâches dédiées à l'expérience client, parce qu'on sait qu'un modèle spécialisé aura des meilleures performances et sera bien plus performant qu'un modèle plutôt généraliste, par exemple. Et Frédéric, vous avez parlé également de la sécurité. Chez Qualtrics, nous sommes certifiés ISO 42001. C'est la première norme mondiale dédiée à la gestion d'un système d'intelligence artificielle. Donc, on n'est pas peu fiers d'avoir obtenu ce certificat parce qu'on fait partie d'une liste assez courte d'entreprises au monde qui l'ont. Donc, si on revient sur la démonstration que je vais vous faire très rapidement, c'est vraiment 10 minutes de démonstration aujourd'hui de Qualtrics. Ce que je souhaitais vous montrer, c'est vraiment comment on peut utiliser l'IA pour faire évoluer un dispositif existant d'expérience client. Donc, on pense plutôt à la collecte des informations omnicanales, parce que Qualtrics est bien une plateforme omnicanale, donc on pense aux chats, aux appels, aux enquêtes, etc. Comment on peut vraiment compléter cette vision de la voix du client. Et la démonstration d'aujourd'hui, on va se focaliser sur les 3 piliers technologiques qu'on voit la plupart du temps avec nos clients, qui sont écouter, comprendre et agir. Donc encore une fois, comment on peut vraiment intégrer l'IA avec une vraie application métier, parce que c'est ça qui est important pour nous, tout au long, donc comme Michael a dit, de l'écoute jusqu'à la prise d'action. Donc on va commencer avec ce premier pilier qui est le pilier écouter. Donc la collecte des données. C'est un sujet un peu ennuyeux. J'aime bien démarrer avec les sujets un peu ennuyeux pour être sûr que tout le monde écoute bien. On va revenir vraiment sur les questionnaires, une enquête qui existe depuis des décennies, mais c'est quand même le cœur battant d'un dispositif. Et on s'est dit, c'est quand la dernière fois vraiment on avait innové vraiment l'expérience répondant. Donc, si on va ici sur une enquête Qualtrics, donc c'est vraiment assez simple pour la démonstration et c'est avec notre marque fictive QBanca. Ce qu'on cherche à faire, comme j'ai dit, c'est vraiment de moderniser l'expérience répondant au sein même d'une enquête. Donc ici, on est sur une question à texte ouverte classique, où le client répond qu'ils étaient assez insatisfaits avec les navigations site web. Le système va comprendre que la réponse est peut-être pas très claire ou peut-être incomplète, et il y aura un seul prompt qui va leur demander de donner un peu plus de contexte. Donc ici, c'est un modèle propriétaire qui aide vraiment à améliorer la qualité des réponses, parce qu'aucun client avec qui j'ai discuté a des problèmes de données. Par contre, parfois, ils ont des données qui ne sont pas très qualitatives. Et bien sûr, à chaque fois qu'on lance une innovation, on teste avec des cohortes de clients, et on a vu notamment qu'il y avait 0 impact sur le taux d'abandon. Et la qualité des données s'améliore dans 40% des cas quand on intègre ce type de questions. Et dans une deuxième phase, on a également ce qu'on appelle un suivi adaptatif. C'est-à-dire que dans cet exemple ici, on voit que le client a donné cette réponse navigation site web et le système comprend cette réponse et pose une question en fonction de la réponse qui a été donnée par le client. Donc, on rend l'enquête plus comme une conversation et bien sûr, on parle de l'IA, donc on a mis en place des garde-fous pour éviter que l'IA, par exemple, interroge des clients concernant des sujets potentiellement inflammatoires qui devraient mieux être traités par un humain, par exemple. Et quand on l'a testé, cela augmente de 10 points les taux de réponse. Donc encore une fois, 0 impact sur le taux d'abandon et même on a vu une augmentation pour les taux de réponse. Donc on voit qu'on intègre une IA qui est pragmatique, comme j'ai dit, qui est une vraie application métier.
Donc si on revient sur ce deuxième pilier qui était comment je peux m'appuyer sur l'IA vraiment pour analyser des verbatim et analyser des données non structurées, parce que typiquement on voit qu'il y a vraiment trop d'équipes CX qui coulent sous le feedback sans avoir le temps vraiment de les transformer en action. Donc on voulait remédier à celle-là. Et la première innovation que je vais vous montrer s'appelle Insights Explorer. Donc c'est vraiment un outil qui est alimenté par l'IA, qui va instantanément analyser des milliers de commentaires, mais ça peut être des transcriptions de chat, des appels, des réseaux sociaux, des avis sur le web, etc. Par exemple, l'exemple qu'on voit à l'écran, je vais choisir un projet spécifiquement NPS, mais comme j'ai dit, Qualtrics est bien une plateforme omnicanal, donc ça peut être n'importe quelle source de données non structurée. Et comme on a des enrichissements dans la plateforme Qualtrics, on va être capable d'affiner le rapport sur des enrichissements comme l'effort, les émotions, le sentiment. Si on est branché potentiellement avec le CRM de notre client, on peut regarder sur des commentaires liés à une segmentation spécifique ou même sur une région spécifique si le dispositif est multi-pays, par exemple. Et si on regarde justement le résultat, en tant qu'utilisateur, j'aurai un rapport concis qui va me donner un résumé assez facile à digérer de tous ces milliers de commentaires que je viens de faire mouliner par la machine, avec des détails spécifiques de chaque point saillant, chaque sous-thématique qui a été détectée. Et c'est assez important quand on va lancer des projets IA en entreprise de parler de ROI. Et justement, on a un client qui s'appelle Autodesk qui a testé ce rapport et ils ont remarqué qu'une analyse qui par le passé leur prenait 4 heures est réduite à 4 minutes. Parce qu'ils appuient sur un bouton et ils ont un outil qui va réduire drastiquement le temps d'analyse. Et si on continue dans cette optique de comment je peux vraiment m'appuyer sur l'IA pour, encore une fois, réduire le temps et l'effort que ça prend à analyser ces milliers de commentaires, ici, on est sur un tableau de bord Qualtrics qui est interactif et vous allez voir qu'on veut le rendre encore plus interactif que par le passé. Et tout de suite, en arrivant, on voit qu'il y a ce résumé concis des résultats sur cette page du tableau de bord. Donc, en tant qu'utilisateur, je peux voir tout de suite, par exemple, il y a des difficultés avec les codes et les mots de passe qui ont été remontés par les clients. Et vous voyez en bas à droite, ici, on a un petit bouton qui va lancer notre chat interactif. Donc, c'est une interface de chat qui est intégrée sur chaque page du tableau de bord. Ça s'appelle Qualtrics Assist, où je peux poser des questions en langage naturel. Donc, j'ai vu, par exemple, il y avait des problèmes techniques avec des codes, avec des mots de passe. Je n'ai pas spécialement le temps d'aller regarder les résultats dans le détail. Donc, je pose cette question et Qualtrics Assist va me fournir quelques éléments clés en direct par rapport à la question que je viens de poser. Et comme j'ai demandé certaines recommandations, j'aurai même des recommandations de la part de l'IA sur comment je peux peut-être pallier à ces problèmes. Donc ça parle des incidents techniques, que ça reste une source majeure de frustration pour les clients de QBanca. Et on voit même que les codes et les mots de passe, ou l'accès aux codes et aux mots de passe, citent des délais excessifs pour les clients. Et que ça entraîne même des décisions de changer de banque. Donc on voit qu'il y a un impact financier par rapport à cet irritant que l'IA vient de détecter en direct. Et on a des recommandations d'amélioration. Par exemple, potentiellement renforcer la communication proactive avec les clients. Par exemple, si j'arrive sur l'application de ma banque, c'est marqué il y a un problème avec X ou Y fonctionnalité et je sais tout de suite que ça va potentiellement baisser le niveau de tension ou la frustration que cela peut engendrer parce que je sais d'avance qu'il y a potentiellement un problème lié à cela. Donc, on vient de voir vraiment assez rapidement comment on peut réduire le temps et l'effort, encore une fois, que ça prend à faire ce type d'analyse. Et pour parler ROI, on a un client qui s'appelle Bosch, je pense que tout le monde les connaît, qui a fait le calcul et ils ont économisé 6 mois d'analyse avec cet outil, Qualtrics Assist, quand ils ont fait le calcul par rapport au temps que ça prenait avant. Donc, on parle vraiment d'une vraie application métier, d'une gain de productivité formidable avec ces outils. Et si
on atterrit sur notre troisième pilier qui est agir, et je pense que les personnes qui ici présentes pourraient débattre longtemps sur comment on devrait agir dans le domaine de l'expérience client et quelles sont les meilleures manières de faire. Mais si on se focalise sur comment, encore une fois, on peut s'appuyer sur l'IA pour automatiser le suivi client, donc le recontact client. Si vous pensez à une banque ou un restaurant et un hôtel, il y a des directeurs de banque ou les responsables de magasins qui prennent beaucoup de temps à répondre aux avis. Dans Qualtrics, on a également un système de workflow et une plateforme de ticketing qui peut créer des tickets notamment pour faire le fameux close the loop. Et l'exemple que je vous montre ici, c'est plutôt un avis GMB, mais ça pourrait être une enquête, bien évidemment. Et on voit que depuis cette interface, on peut générer une réponse automatiquement qui va prendre en compte l'avis du client, la tonalité également du client. Et ça a même repris, par exemple, le client qui a dit « Erwan m'a accueilli avec beaucoup de professionnalisme ». Et dans la réponse, on dit « Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez apprécié l'accueil professionnel et chaleureux d'Erwan ». Donc, on voit que l'IA a pris en compte justement la réponse du client. Et bien évidemment, on peut utiliser cette réponse et même le modifier. Si on veut mettre un peu notre marque de fabrique ou mettre l'humain dans cette réponse générée par l'IA. Mais bien évidemment, ça peut aider à aller un peu plus rapidement dans les réponses. Donc, c'est une tour très rapide de certaines fonctionnalités de Qualtrics, mais je souhaitais vraiment, encore une fois, montrer comment on peut s'appuyer sur l'IA pour évoluer un dispositif existant. Et c'est quelque chose qui peut prendre quelques clics dans une plateforme comme Qualtrics. Et c'est vraiment, encore une fois, en l'intégrant tout au long du processus, de l'écoute, donc avec l'amélioration de la qualité des retours, jusqu'à l'action. Donc, accéder aux informations clés rapides et automatiser le close the loop. Merci Anna pour cette démonstration de Qualtrics. Alors, cette démonstration elle incarne bien un élément clé de notre sujet d'aujourd'hui, qui est celui de l'intégration de l'IA au sein des organisations dans les mains, finalement, des collaborateurs. On l'a vu pour accroître la qualité des retours, gagner en efficacité dans le traitement des données, et tout ça, bien sûr, au service des plans d'action. De notre côté, nous constatons que 30% des collaborateurs voient en l'IA une opportunité pour les salariés de leur entreprise. Alors, soyons honnêtes, ça veut dire qu'une majorité d'entre eux restent aujourd'hui encore à convaincre, à rassurer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dynamique est positive, puisque en 2024, il n'était que 24% à avoir cette affirmation. Donc, 6 points aujourd'hui de collaborateurs qui voient de l'opportunité dans la mise en place de l'IA dans leur entreprise. Je voudrais, s'il vous plaît, Frédéric, commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la façon dont vous avez décidé d'accompagner les collaborateurs dans cette appropriation de l'IA, dans leur montée en compétences, par exemple ? Alors, on va dire qu'il y a deux volets. Il y a un premier volet qui va être effectivement cette notion d'acculturation et de démystification autour de l'IA au niveau des collaborateurs, parce que globalement, vous retrouvez les 30% que j'évoquais sur mes 3 tiers, un tiers, on va dire, favorable, un tiers neutre et un tiers plutôt résistant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, on va dire déjà, ne fût-ce que sur le terme de l'IA. Ça a été soulevé par Boursorama tout à l'heure. Derrière IA, la majorité des collaborateurs voient ce qu'ils vivent dans leur quotidien, donc on va dire principalement un chat GPT, ce qu'ils peuvent lire dans les médias. Il y a ceux qui commencent à s'y intéresser un tout petit peu, parce que derrière l'IA, il y a effectivement aussi tout ce qui va être algorithme, machine learning et ainsi de suite. Donc on a beaucoup de démarches d'acculturation, de formation, en commençant par le comité de direction, les managers et les équipes opérationnelles. Donc ça, c'est le premier volet. Et après, on a le deuxième volet qui s'appelle tout simplement la démonstration d'efficacité et de la valeur ajoutée. Si on veut accompagner les équipes, les convaincre, il faut être capable de démontrer, on va dire, au travers d'un certain nombre de cas d'usage, l'analyse des verbatim clients et le temps gagné en est un, permettre de se concentrer sur les actions à valeur ajoutée plutôt que sur l'analyse en tant que telle. C'est un premier bras de levier. On a aussi des choses très opérationnelles vis-à-vis de nos clients, parce que là, je parle, on va dire, au niveau de la marque, mais ça existe aussi au niveau de notre réseau, dans les cas opérationnels qui fonctionnent.
Ça va être par exemple l'utilisation de l'IA générative, mais on va dire vocale en l'occurrence, en cas de débordement d'appel sur des clients qui appellent parce qu'ils ont une problématique, ils souhaitent prendre rendez-vous et directement, maintenant, ils peuvent le faire chez un certain nombre de nos partenaires, directement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est toutes ces démonstrations au fur et à mesure qui permettent de faire basculer, on va dire, les 30% de neutres vers « je suis convaincu » et de faire décroître un tout petit peu plus, on va dire, au fur et à mesure, les, on va dire, plutôt résistants. Après, il y a aussi des mouvements de fond hein, dans les entreprises. On a toutes et tous du turnover. Donc, on a aussi des populations plus jeunes, donc qui sont plus digital natives, qui rentrent dans les organisations et qui sont elles-mêmes motrices directement avec des projets en local qui répondent à leurs besoins, mais aussi dans l'accompagnement de leurs collègues. Et c'est toute cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc, acculturation, formation, mais également démonstration par l'exemple et de la valeur ajoutée que ça peut apporter. Merci Frédéric, c'est très clair. Merci. Alors Pierre, même question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, chez Boursorama, vous avez intégré les collaborateurs dans cette transformation IA et plus globalement, comment ça impacte l'organisation chez vous? Alors moi, je le disais un peu en introduction tout à l'heure, hein, quelque part, on a la chance d'être un acteur historiquement purement digital. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment eu de question autour de ça. Ça a toujours été dans notre ADN de automatiser, alors parfois d'ailleurs externaliser, puis automatiser. Voilà, et donc le fait de travailler sur ces flux-là, je disais, pour minimiser à la fin ce que j'appelle l'échec à l'appel de notre service client, c'est très naturel. L'autre chance qu'on a, c'est que, je disais, on est relativement petit et on est en forte croissance. Ce qui fait que finalement, tout l'impact et les craintes légitimes sur le fait qu'il va y avoir plein de destruction d'emplois, chez nous, elles ne s'appliquent pas vraiment parce qu'encore une fois, on est rattrapé par cette croissance qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude chez nos salariés internes. Objectivement, je ne dirais pas la même chose chez nos prestataires puisqu'il ne faut pas non plus se voiler la face. On fait ça aussi pour, je disais, automatiser et des gains de productivité qui auront des impacts, enfin, je veux dire, indéniablement sur les prestataires avec lesquels on travaille. Peut-être dire deux, trois choses, c'est en train vraiment d'impacter fortement notre organisation. Alors finalement, presque plus côté informatique. Je parlais du cloud. Alors peut-être nous, banquiers, historiquement, on n'était pas très cloud-friendly pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. C'est quand même des sujets sensibles. Donc cette mutation vers le cloud, elle est en cours et elle impacte beaucoup de changements dans les équipes IT, dans la manière de travailler, complètement différente. Je dirais que ça a aussi créé un peu des emplois ou des fonctions nouvelles. Alors chez moi, la stratégie, on a un peu essayé de faire en sorte de transitionner tout ça avec un peu ces métiers nouveaux qui font vraiment le pont entre les équipes métiers, les équipes data scientists, beaucoup. Voilà, donc ça, c'est pas encore complètement calé, mais je pense qu'il y a vraiment l'émergence de nouvelles fonctions, nouvelles manières de faire. Donc pour moi, ça va impacter très fortement les organisations projets IT, un petit peu à travers cette nouvelle manière de coder, parce qu'en fait, la manière de coder change complètement. Enfin, tout ça, c'est très nouveau. Et puis, moi, j'insiste, chez Boursorama en tout cas, ce move to cloud un peu sous-jacent et obligatoire pour faire tout ça, en fait, il tire énormément de choses, je disais, d'organisation, mais même, il ouvre tellement de possibilités autour de la data, autour de choses qu'on peut faire. Voilà, enfin, tu donnais quelques exemples, mais enfin, il y en a des milliers. Et je pense que notamment la rapidité avec laquelle on peut travailler sur la donnée, elle est dingue. Donc finalement, d'avoir été assez vite sur ces premiers projets, de le gérer en interne, alors désolé, parce que nous, je disais, on considère que c'est tellement clé qu'il faut maîtriser tout ça en interne, nous ouvre des perspectives assez dingues sur la suite. Et on a la chance, encore une fois, de notre modèle, de ne pas vraiment se poser trop de questions, entre guillemets, un peu philosophiques sur ces sujets, même si elles sont réelles, encore une fois. Très clair, c'est un avantage. Chez nous, en l'occurrence, c'est un avantage. Ouais. Merci beaucoup Pierre. Alors on a il nous reste une quinzaine de minutes. On a quelques questions de participants à distance. On ne pourra pas toutes y répondre maintenant, mais on reviendra vers ceux qui ont les posées puisqu'on a les adresses mail. Peut-être pour commencer par vous, Pierre, on a une question. Alors je vous la lis telle qu'elle est posée. Pour Boursorama qui est nativement digital, est-ce que l'IA ne vient pas en concurrence justement avec le canal digital
On pense notamment qui propose en self-care une automatisation et qui va être à moindre coût par rapport à l'IA? C'est une super question parce que je citais un peu en marrant tout à l'heure la Google Home. Je dis ça parce qu'on est en 2018, je pense. Et à l'époque, on a plein de conversations au COMEX pour se dire, bah, attends, si demain, à la voix, je peux dire, bah, fais un virement à je sais pas qui, pour 230 €, etc., et que ça marche, finalement, le canal le plus naturel, c'est évidemment la voix. Donc si demain, je peux, de manière très très simple, parler à ma montre, à mon téléphone, ou que sais-je, de fait, ça fait tomber presque tout ce sur quoi je m'embête à travailler, je disais tout à l'heure, mes applis, mon site web pour qu'il soit le mieux possible. En fait, ce canal étant le plus naturel, ça va faire disparaître. Donc, c'est complètement une option. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas complètement, alors du fait et des habitudes et quand même de tout ce que ça pose comme sujet technologique. Mais que demain, on échange avec sa banque de manière complètement vocale, en faisant complètement tomber la logique d'interface telle qu'on l'a connue ces 10, 15, 20 dernières années, je pense que c'est effectivement une option. Et encore une fois, on avait déjà ces discussions. Google Home, globalement, ça marchait, ça marchotait. Là, maintenant, ça marche très bien. Encore une fois, il y a le côté magique qu'on voit tous. Quand on rentre quand même dans tout ça, il faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. C'est quand même des maths à la fin, c'est des fameux vecteurs, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il faut quand même du coup bien comprendre, pour comprendre aussi toutes ce qui ne fonctionnera peut-être, en tout cas pas tout de suite. Donc oui, je pense que c'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir. Qui sont sur l'aspect du coût, justement, parce qu'on sait que alors le coût, pour l'instant, les développements self-care sont moins chers que l'IA. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez ou justement pour l'instant vous vous dites on lance, on attend de voir? Pour l'instant, nous, c'est plutôt notre philosophie et on y va un peu entre guillemets à fond. Mais je dis, ça pose effectivement énormément de questions. Hein. La question du coût, elle est complètement. Enfin, je veux dire, en plus, ça va évoluer. Pour l'instant, je pense que tous ces acteurs-là, notamment cloud, sont pas très chers. Donc, venez, mes petits amis, peut-être que ça changera. Il y a le côté, encore une fois, américain. Enfin, tous ces trucs-là qui vont se poser de manière plus ou moins forte à moyen terme. Mais nous, à court terme, on ne s'interdit pas, on ne se met pas ces barrières-là, entre guillemets, sinon on n'avance pas. Très clair, merci. Peut-être une question pour vous, Frédéric. Alors pareil, je vous lis la question. Question pour Audi. Est-ce que vous ne craignez pas que l'utilisation de l'IA ne vienne standardiser la relation que vous avez avec vos clients et que cette relation client ne devienne plus un différenciant d'un constructeur par rapport à un autre? Alors, est-ce qu'on craint? Non. Ce sera déjà la première réponse. Au contraire, on pense que c'est un formidable vecteur pour arriver à des niveaux de personnalisation et d'individualisation dans la relation client qu'on va avoir, justement grâce à cette formidable possibilité en termes de quantité de données qu'une IA est capable de traiter pour apporter la meilleure réponse au meilleur moment par le bon canal en ayant un réel historique par rapport, on va dire, à un agent. Maintenant, il est très clair que le client doit avoir le choix. On n'a pas pour projet aujourd'hui, alors très clairement lié à notre positionnement premium, on va dire d'avoir un traitement de la relation client 100% automatisé. Il faut que ce soit une première surcouche, une augmentation de l'existant avec une réelle valeur ajoutée, mais qui permette à un client quand même, s'il veut parler à un être humain. On a d'ailleurs fait des choix assez clairs, stratégiques, c'est on ne veut pas faire paraître l'IA pour être un humain. Déjà sur les différents cas d'usage qu'on a en face de nos clients. Donc on précise très clairement que c'est une IA qui va répondre, en tout cas qui répond à cet instant T. Si la personne veut basculer sur l'humain, c'est quelque chose qu'on pourra permettre. Donc au contraire, c'est vraiment, on pense, une opportunité de différenciation. Et c'est là où cette différenciation va se faire exactement sur la qualité des données, la connaissance qu'on peut avoir de nos clients, l'utilisation de ces données-là pour être différenciant par rapport à nos concurrents directs ou indirects d'ailleurs. Et justement, vous me disiez, pour nos clients, par exemple, on ne veut pas faire passer l'IA pour un humain, en tout cas qu'il n'y ait pas de tromperie par rapport à ça. Est-ce que ça, c'est une décision que vous prenez, vous, sur la base de votre propre analyse, ou est-ce que vous intégrez aussi les clients dans cette réflexion-là, justement au travers d'enquêtes ou pour tester des choses avec eux? Alors, il y a forcément des focus group, etc. Alors, quand on parle, on va dire, de la voix du client, c'est effectivement, on va dire, les analyses post-processus.
mais on a aussi bien évidemment ces mêmes démarches, on va dire, de recueil de la voix du client et de partage du client directement en amont, donc au travers de focus group, enquêtes dédiées, et avec, on va dire, des segmentations beaucoup plus fines, hein, parce qu'un client particulier, un client entreprise n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes attendus, donc il faut qu'on soit capable de s'adapter par rapport à ça. Si je puis me permettre de rajouter quelque chose, on n'a pas du tout évoqué le fameux IA Act qui est censé quand même encadrer tout ça, mais on a aussi des obligations assez fortes juridiques, notamment dans ces faits d'être assez transparent sur un certain nombre de choses. L'aspect réglementaire est ultra important. Et après, la sélection des données qu'on va exploiter pour les mettre en face du client, au-delà de la connexion technologique, est aussi un vrai challenge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets d'insister, en tout cas pour le cas d'Audi, sur cette notion de gestion de la connaissance. Pour illustrer très rapidement, une voiture connectée moderne de 2025, quand elle roule pendant 1 heure, elle peut générer presque plus de 5 terabits de données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait, au bénéfice du client? C'est une bonne illustration. La limite est plus technologique aujourd'hui, en fait. Merci beaucoup, Frédéric. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Un grand merci à nos intervenants, Frédéric, Anna, Pierre. Merci beaucoup pour vos contributions. Le replay sera bientôt disponible. Les questions restantes dans le chat seront traitées un peu plus tard. Nous y prêterons une grande attention. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore merci et à très bientôt pour nos prochains rendez-vous.